ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide. Énormissime. Accroche. Il a gagné la finale. Allez, fort, allez. Oh, c'est la patrouille de France, l'armée des champions, c'est eux. Salut à tous, c'est Valentin et je suis ravi de vous accueillir dans le podcast Loop sur le triathlon. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, puisque vous avez été nombreux à vouloir savoir qui se cachait derrière le podcast. Je tenais à vous partager mon interview avec François sur le podcast Instant Outdoor. Dans ce podcast, on traite de beaucoup de sujets sur moi-même avec un pilier commun, la passion du triathlon. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire et surtout, je vous souhaite une bonne écoute. Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Valentin. Et avec Valentin, on va parler, à mon avis, de pas mal de choses, comme il a plusieurs casquettes. Comment vas-tu, Valentin ? Je vais très bien, et toi François ? Bah écoute, ça va super bien. Comme je te disais en off, ce week-end, c'était le bal des pompiers et j'ai plus l'habitude de me coucher si tard, 5h du mat. Donc j'étais un peu fatigué hier, tu vois, et j'ai encore des séquelles là ce matin, on est lundi. Mais ça va, écoute, il fait beau, la Bretagne est belle, tout va bien. Et puis, on est parti pour enregistrer un podcast ensemble. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Ouais, avec grand plaisir. En tout cas, merci de me recevoir sur le podcast. Ça me fait très plaisir de partager un petit moment avec toi. Moi, je suis pas basé en Bretagne. Je m'excuse. Je suis basé à Toulon, donc dans le sud de la France. Nous aussi, il fait beau aujourd'hui. J'ai 24 ans. Je m'appelle Valentin. Je suis un réel passionné de sport, plus particulièrement de sport d'endurance et de triathlon. Et aujourd'hui, réellement, j'ai 2 casquettes. Je suis le cofondateur de Triloop, donc c'est une marque de vêtements de sport d'endurance. Et je suis aussi le host d'un podcast, donc le podcast Loop sur le triathlon, qui reçoit des acteurs du triathlon, mais surtout des athlètes professionnels. Alors, ma première question pour toi, c'est comment t'es venue l'idée de monter cette Triloop parce que quand tu te lances dans le marché du monde de l'équipement de sport outdoor, faut quand même oser se lancer parce que c'est un marché qui est déjà bien occupé. Ouais. Comment est-ce que tu t'y es pris pour lancer ta marque Triloop ? Je pense un peu de folie parce que pour retracer un petit peu mon parcours, moi j'étais en école d'ingénieur du coup basé à Toulon et en 2021 je suis diplômé à Citec Toulon avec une spécialité qui est vraiment l'étude de cycle de vie d'un produit. Donc on était sur tout domaine, la mécanique, l'automobile, etc. Et on allait étudier un produit du début jusqu'à sa fin de vie pour voir l'impact sur l'environnement. Et en même temps, je suis depuis mon plus jeune âge, je suis passionné de sport, donc j'avais vraiment une réelle envie, c'était de relier ma passion et mes valeurs, vraiment en lien avec la partie environnement. Du coup, je me suis dit, let's go, en ce moment c'est le triathlon, j'ai vraiment envie de faire quelque chose là-dessus. Et c'est vraiment plutôt en se questionnant qu'est-ce qui est le plus impactant dans ce domaine-là. Donc j'avais réfléchi à l'événementiel, j'avais réfléchi aussi à une marque de vêtements. Et finalement, c'est plutôt la marque de vêtements, le virage qu'on a pris en étant étudiant entrepreneur. Et au fur et à mesure, on s'est mis dans ce marché-là et pour le coup, ça nous plaît. Et là, on est en train de prendre différents versants, justement sur l'événementiel, etc., pour toujours avoir un impact en lien avec nos valeurs. Et c'est quoi la première étape quand tu commences à créer parce que là, tu vois, si demain, là, je voulais créer une marque de vêtements ou c'est quoi les étapes clés là, au tout début, au lancement, pour se lancer dans ce milieu qui, encore une fois, est quand même bien concurrentiel et quand tu te lances, j'ai reçu déjà pas mal de personnes qui ont, je pense à Beaumolet, il y a pas mal d'acteurs maintenant qui sont sur ce marché-là. Caprin Sport aussi, j'ai reçu. Ouais. Comment tu fais ? Pour moi, déjà, comment je fais, c'est dans tous mes projets, je raisonne de cette manière, c'est-à-dire que je cherche à m'entourer de différents acteurs avant de vraiment créer un projet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis associé, donc avec Sandra, qui est aussi ma copine. Donc là, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui avait des compétences complémentaires. Et ensuite, j'ai cherché à construire une équipe autour de juste une idée, en fait. Au début, on avait un dessin, on avait une volonté, donc créer une marque de vêtements, mais il n'y avait rien de plus, mais on a créé une équipe de 5 personnes qui est venue entourer ce projet avec des compétences pluridisciplinaires. Ensuite, plus loin de ça, on a été chercher quelqu'un qui avait du réseau. Donc, par exemple, nous, au tout début, on s'est fait entourer par Bertrand qui a créé donc une marque de vêtements aussi sur Toulon il y a 7 ans, dans un autre domaine. Mais du coup, lui, on s'est dit, il a toute l'expertise parce que nous, réellement, on ne savait pas comment on allait fabriquer une paire de chaussettes, un t-shirt, quoi que ce soit. Et finalement, quand on a dit à Bertrand, on veut faire des chaussettes, on veut faire un t-shirt, lui, il a dit,
ok, on va y aller étape par étape. Moi, je connais toutes les étapes pour fabriquer un vêtement. D'abord, faites-moi un petit dessin de ce que vous voulez et ensuite, on va avancer petit à petit. Donc, pour moi, le conseil numéro 1, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui ont les expertises sur certains domaines et ensuite de comprendre ton industrie. C'est vrai que on va dire que le positionnement qu'on a aujourd'hui est différent du positionnement qu'on avait au début, mais finalement, la principale expertise quand on veut créer une marque de vêtements, c'est de pouvoir faire des vêtements de qualité et encore plus quand on a des valeurs comme nous, d'être capable de les raconter, donc de trouver des acteurs en lien. Donc ensuite, il y a toute une phase de création, de sourcing, etc. Mais pour moi, les fondements, c'est de construire une team qui est très forte et qui partage les mêmes valeurs pour aller là-dessus. Et est-ce qu'il y a un moment où vous avez douté, où ça a été plus dur, parce que en plus quand tu es en couple comme ça sur un projet, ça t'occupe vraiment tout ton temps, toute ton énergie, c'est du quotidien, presque de l'H24. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus durs que d'autres? Il y a eu plus que des moments, ouais, c'est vrai qu'on a passé des étapes très difficiles. Pour donner un exemple très concret, au moment de lancer notre première production, donc en fait nous on a fait une campagne de crowdfunding, donc pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est que finalement on vend un dessin et finalement si on atteint notre objectif final, là on va lancer en production. Donc nous on avait réalisé tous nos prototypes, etc. avec une usine basée pas très loin de chez nous, hein, à 5 km. Et ça s'était très bien passé sur l'intégralité des prototypes, sauf qu'au moment de passer à la production et de payer cette production pour livrer les gens à la fin de l'été 2021, finalement, les produits ne sont pas arrivés dans l'état qu'on le souhaitait. Ils n'étaient même pas livrables, même pas vendables. Et là, c'était vraiment le premier très, très gros coup dur où tu dis j'ai mis énormément d'argent, il y a des gens qui attendent leurs produits, on va se cramer. Et ça, cette grosse étape, parce qu'il y en a eu plein de petites en fait au quotidien, pour moi un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui se lève le matin et qui prend les problématiques et qui cherche à les résoudre. Moi, j'estime que c'est ça mon métier aujourd'hui, mais des grosses problématiques comme ça, à mon jeune âge, pour être totalement honnête, j'étais pas prêt. Et pour réagir face à ça, là c'est pareil, j'ai appelé Bertrand, j'ai appelé un autre mentor, Jonathan sur Toulon, j'ai appelé ma famille pour savoir comment raisonner. Et là, c'est très dur de trouver la ressource et il y a vraiment des étapes clés dans le projet. J'en aurais énormément des histoires à raconter comme ça. Mais il y a des étapes clés où on ne sait pas si le projet va pouvoir continuer. C'est super dur à vivre, mais en fait, faut prendre du recul et se dire que ces petites problématiques, au final, au fur et à mesure, on va les résoudre. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus dures que d'autres. Et pour moi, la problématique la plus dure, c'est la problématique financière. C'est pouvoir être patient et du coup avoir l'argent nécessaire pour pouvoir l'être. Parce que c'est souvent les finances qui vont avoir la clé et la décision finale, je trouve. Et tu vois, quand tu lances un projet comme ça, entrepreneurial, tu te rends compte qu'il y a à toutes les étapes, que tu sois avancé, que tu sois au démarrage, en fait, il y a tous les entrepreneurs ont des moments de doute comme ça, et ils se demandent mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'emmerde à faire ça? Ouais. Pourquoi est-ce que je me fais chier à avoir toutes ces galères? Je pourrais être bien plus tranquille à faire ci ou ça, sa place à lui, voilà. Et en fait, tu te rends compte que c'est des étapes qui sont passagères et puis en fait, au bout d'un moment, quand tu t'es lancé là-dedans, c'est sûrement qu'il y a une vraie raison. Et tu te reconnectes à ça et tu te rappelles que tu as déjà eu des moments de doute comme ça. Enfin, moi, je sais que j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps Ouais. des moments de... Mais c'est pas évident hein, quand tu le vis pour la première fois de te relever, de te retrousser les manches et de te dire allez, ça va passer. Ouais, non, c'est super dur. Tu vois pas le bout du tunnel. Tu dis quand est-ce qu'on va voir le jour. Moi, tu vois, sur cette première grosse étape, je me suis dit mais en fait, les gens, on a quand même des inconnus qu'on commandait. On est en train de lancer une marque. Si on se crame déjà, c'est fini. Ça sert à rien de continuer. En plus, nous, c'était notre plus grosse échéance. Bon, finalement, le lendemain, on apprend qu'on gagne un concours et du coup, on a un prix d'une valeur de 10 000 euros. Donc là, on retrouve le sourire. C'est les montagnes russes au quotidien. Et puis, au final, tu prends du recul, que ta boîte, elle soit au début ou à la fin. Finalement, pour moi, c'est juste l'expérience qui prime. Parce que quand j'ai appelé Bertrand, qui lui aussi a sa marque de vêtements, finalement, lui, ça lui est arrivé, mais pas sur une production comme nous de 200 pièces, mais sur des productions énormes avec des enjeux qui sont beaucoup plus gros. Et du coup, je pense que c'est vraiment l'expérience qui, au fur et à mesure, te fait prendre du recul sur toutes ces situations et te donne quelques clés pour les résoudre. Mais si t'es pas à l'aise avec cet inconfort, j'ai envie de dire, c'est compliqué de se lever le matin et d'être heureux. Et alors, comment vous avez fait pour résoudre ce problème?
Là, on y a été étape par étape. D'abord, on a essayé de faire parce que faut bien comprendre que derrière un vêtement, en fait, il y a toute une chaîne de valeur. Nous, aujourd'hui, pour donner un exemple concret sur un t-shirt, on va sourcer une matière, donc dans une usine de tissu qui travaille avec un de nos collaborateurs qui vient recycler justement les bouteilles plastiques. Et ensuite, on fait importer donc cette matière dans un atelier partenaire. Cet atelier, avant, comment on travaillait, il venait vraiment découper la matière, donc le patronage du t-shirt, et venir mettre la couleur dessus. Et ensuite, ça partait, nous, donc on est basé à Toulon, ça partait sur le plateau de Signes, là où se déroule justement la Formule 1. Mais il y a un atelier de 15 couturières qui était là-bas, et ensuite, l'assemblage, il était complet. Donc ça, c'était comment on fabriquait notre t-shirt. Et face à ça, on s'est dit, mais en fait, dans cette étape-là, quel est le problème ? Et finalement, on s'est rendu compte que nous, malgré tout, on n'avait jamais eu le lien avec notre atelier de couture. Donc, on a mis notre fournisseur, qui était notre fournisseur avec qui on discutait, face à cette situation. Et en discutant, sans s'énerver, juste en discutant, en montrant les faits et en montrant qu'on avait bien validé tout ça ensemble, on s'est mis tous les quatre autour d'une table. On a trouvé une solution, on va dire, qui était un petit peu compliquée. Et finalement, heureusement, mon associée Sandra avait trouvé elle a toujours un plan B, on va dire, dans sa poche. Et elle avait trouvé une autre usine du côté de Perpignan qui, au bout d'une semaine, repartait avec nous sur une production globale. Donc, ça nous a bien aidé. Donc, je pense qu'on s'en est sorti grâce à ce plan B et en discutant en tant qu'humain, parce que tout le monde était conscient que ce qui avait été réalisé n'était pas bon. C'est un peu le gros défaut de notre industrie et c'est un peu le gros défaut de ne pas avoir de poids, justement, dans cette industrie quand on se lance, quoi. Ouais, c'est ça, faut prendre son mal en patience, trouver des solutions, essayer de raisonner étape par étape et en fait, il y a des transpositions qu'on peut faire à l'évolution d'un sportif dans son entraînement. Ouais. Tu dirais que toi, le fait de faire du triathlon, en plus, c'est assez engageant, le triathlon. Enfin, faut Un y petit passer peu. du temps quand même. Tu dirais que ça t'a servi? Ouais, énormément. Tous ces moments difficiles qu'il faut réussir à dépasser, toute cette, on va dire aussi cette logique de comprendre d'où vient le problème, parce que pour moi, un bon sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est une remise en question constante et discuter avec les différents acteurs qui sont autour de cette remise en question. Et là, c'était un peu le cas, en fait. On savait qu'il y avait un souci, ça ne servait à rien de taper sur la personne avec qui on discutait et qui nous a redonné le carton en main. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème de communication, donc un problème de production. Et dans le sport, j'estime que c'est la même chose. Si moi j'arrive à une blessure, en fait, je me dis pourquoi j'arrive à cette blessure? Si je fais pas mon résultat, pourquoi je fais pas ce résultat? Il y a toujours une justification derrière. Parfois, on est trop gentil avec nous-mêmes, donc c'est pour ça nous, avec par exemple mon associé, on s'entoure de gens, donc un coach, des amis qui pratiquent aussi ce même sport. Et finalement, on arrive à passer les étapes compliquées, qui sont aussi des étapes compliquées dans le domaine du sport. Et ça, c'est vraiment un des gros atouts que je peux y retrouver. Et malgré tout, le dépassement de soi, quand tu le fais avec l'entreprise, le soir, quand tu rentres, que tu vas courir, tu passes une grosse séance, ça te fait du bien aussi. Et tu retrouves vraiment les mêmes phases, on va dire, pas physiques, mais mentales. Et c'est le même travail et c'est le même combat, quoi. T'arrives à te prendre du temps pour t'entraîner sans culpabiliser de ne pas être en train de travailler? Au début, c'était dur, franchement, pour être totalement honnête. Au début, c'était dur. On avait énormément de mal à se trouver, justement, entre cet équilibre, le sport, le taf et la vie perso, la famille, etc. Et finalement, je sais pas, on tenait 2 mois. Et au bout de 2 mois, on explosait. Et on explosait pendant 2 jours, quoi. On n'était pas bien, très fatigué. On se disait, mais c'est pas normal, comment ça se fait? Et après, on s'est rendu compte que moi, j'ai vraiment cette vision-là que faire des heures, c'est une chose, mais faire du qualitatif, que ce soit dans le sport ou dans le travail, c'est autre chose. Et du coup, on a misé là-dessus. Et, et on a appris à s'organiser énormément. On pourrait parler d'organisation. Moi, je suis devenu un fan incontournable de ça. Mes semaines s'organisaient de A à Z et on a mis tout en place autour, en fait. Au début, tu te crois un peu surhumain parce que tu vois juste ton objectif, mais tu sais pas comment l'atteindre. Et après, au fur et à mesure, on a compris. Au fur et à mesure des explosions, je pense qu'il y en a eu peut-être 5-6. Et au fur et à mesure des explosions, on a compris qu'est-ce qui faisait qu'on arrivait dans cet état-là. Est-ce que c'est qu'on travaillait trop? Est-ce que c'est tout ça? Et du coup, maintenant, je me sens vraiment légitime d'aller... Tu vois, ce soir, je vais courir
à 19h, je me sens légitime d'aller courir et je sais que je suis mieux ici que au travail parce que mes objectifs de travail et mes objectifs de sport sont cohérents avec ce que je mets en place. Avant, c'était plutôt la ressource et les objectifs n'étaient vraiment pas en cohérence et du coup, je me sentais pas légitime. Et alors, qu'est-ce que tu sais, tes conseils et tes apprentissages en termes d'organisation? Parce que moi, je suis vraiment aux fraises sur ce sujet-là. Vraiment, j'en parlais avec ma femme encore ce week-end, disant que c'était vraiment là-dessus qu'il fallait que je progresse. Alors, quels sont tes apprentissages et principales recommandations? Ok, moi j'ai envie de dire déjà mon meilleur ami c'est Google Agenda. Je pense que là je suis dans le bureau d'à côté de l'équipe, ils vont bien rigoler quand ils vont écouter cet épisode, mais en fait je planifie tout, c'est-à-dire que quand je dis je planifie tout, c'est je planifie mes créneaux horaires, mon heure de réveil et avec du coup Sandra, on met le dimanche soir, on se pose sur l'agenda et on sait exactement ce qu'on va manger le midi, le soir, tout est mis sur l'agenda. Après en fait moi, dans ma tête, c'est juste des blocs. Et à partir du moment où ces blocs-là, ils sont posés dans la semaine, je sais que j'ai le droit de les pivoter, tu vois. Par exemple, je vais te dire une bêtise, mais je vais mettre pâte bolo le lundi midi, mais en fait, j'ai pas envie de les manger le lundi midi et j'ai envie de faire le mercredi midi. Je vais décaler ces deux blocs-là. Mais en fait, cette charge mentale que j'enlève à poser tout ça sur un agenda, ça me fait énormément de bien. Et du coup, je fais exactement pareil avec le sport. Ok, je veux faire X heures de sport cette semaine. Ouais, ok, mais comment en fait? Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, on est en train de faire le podcast. Demain, je m'en vais à Paris pendant 3 jours. Je reviens, on repart en salon avec la marque. En fait, tout ça, de le voir et de se dire, ok, c'est réalisable sur un papier, toujours avec 7 jours en amont, moi, ça m'aide énormément. Donc, tu vois, j'ai Google Agenda, j'ai iDo Sport pour le coaching. Et après, des astuces toutes bêtes, mais je vais envoyer des invitations tout le temps. Là, ce soir, je vais chercher le camion au garage avec Sandra, on a fait changer les pneus. À 17h, je lui ai envoyé une invitation. Il faut aller chercher le camion. On le sait, c'est acté, c'est dans l'agenda, tu vois. Et du coup, ça, c'est vraiment notre plus grosse astuce. Et aujourd'hui, ce qu'on fait au maximum et ce qu'on maximise tout le temps, quoi. Ah, ça, c'est vraiment une de. Pourtant, tu vois, ça c'est une de mes phrases, hein. Si c'est pas dans mon agenda, ça n'existe pas. Ouais. C'est vraiment le truc, quoi. Si c'est pas mis dans l'agenda, je le zappe, mais alors tout le temps, c'est un enfer. Mais en termes d'organisation pro, en termes de développement, t'as une routine, enfin, je veux dire, le lundi, tu fais telle tâche, le mardi, tu fais telle tâche, ou comment tu t'organises? Plus ou moins, parce que moi, je suis vraiment... Donc aujourd'hui, on est 5 quand même sur la marque. Sur le podcast, je suis host du podcast, mais au final, on est 3 à travailler dessus. On va dire que moi, je suis vraiment plus en gestion globale. J'ai des parties qui sont les miennes, qui sont la compta, la finance, le développement commercial, l'événementiel. Et en fait, ma base, c'est de toujours mettre la priorité aux membres de mon équipe. C'est-à-dire que quand je suis sur mon temps de travail, si eux, ils ont besoin de moi pour avancer sur certains sujets, j'essaye d'être au plus présent pour eux. Et ensuite, moi, j'ai des blocs de travail qui dépendent que de moi en dehors de leurs horaires en général. Ou alors, je leur dis, voilà, cet après-midi, je suis off et moi, je travaille sur mes problématiques, mes projets de fond et tu vois, j'essaye d'avancer un petit peu comme ça. Mais mes problématiques et mes projets de fond, ils vont énormément varier. Typiquement, je te prends l'exemple du podcast. Tu le sais, c'est très chronophage, mais moi, je vais, on va dire, condenser des enregistrements d'épisodes. Là, j'avais l'Ironman de Nice qui était ce week-end. J'ai été louer un Airbnb là-bas. Du jeudi au samedi, j'avais le Airbnb. J'ai fait 4 épisodes. J'en ai profité pour aller faire un petit peu de réseau aussi. Et du coup, là, l'équipe, ils savent que jeudi, vendredi, samedi, je batch des podcasts. Et ensuite, je rebascule sur la marque. Donc, j'ai vraiment plus des créneaux comme ça, de temporalité qui dépendent, on va dire, un peu de l'évolution et de la stratégie de l'entreprise. Et j'ai des étapes un peu plus tournées vers les autres. Ou alors là, je considère que mes créneaux sont pour travailler avec les autres membres de l'équipe, quoi. Ok, intéressant. Là, c'est vraiment, enfin, les stratégies d'organisation en termes de blocs, ça marche souvent très bien. Mais ouais. En fait, est-ce que tu te mets le dimanche, par exemple, où tu te dis, allez, dans la semaine, ma semaine, ce sera ça, ou c'est plus aléatoire au fur et à mesure? Tu t'organises comment? Tu prends un temps pour te dire, allez, cette semaine, je fais ça? Ouais, en fait, j'ai des objectifs qui sont vraiment, on va dire, généraux. Et en fonction de mes semaines, toujours pareil, si je m'écoutais,
je pourrais travailler 2 fois plus parce que bien sûr j'ai beaucoup plus d'objectifs que de temps pour réaliser. Et en fait, en fonction de ma semaine, je vois quels sont les enjeux. J'essaye de voir ce qui doit être prioritaire. Donc pareil sur le traitement de mes mails, j'ai une boîte mail où quand je le reçois, ça va dans traiter en priorité. J'en ai un autre où ça va, on a le temps, tu peux répondre sous 3-5 jours. Et un autre où faut juste dire non mais gentiment, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des choses que je fais et que je me note au quotidien. Après, j'ai plus, on va dire, des créneaux. Par exemple, le lundi après-midi, j'ai un créneau de 5 heures qui est to-do général. Et là, en fait, tout ce que j'ai noté dans ma to-do, donc à côté, on travaille avec Todoist, tout ce qui est noté dans ma to-do que je dois batch, tout ce qui prend un petit peu de temps quand même à faire, donc l'administratif, etc. Là, je sais que le lundi après-midi, je vais le faire. Après, ma règle principale, c'est que tout ce qui me prend moins de 5 minutes, je le fais en instantané. Parce que autrement, en fait, j'ajoute ça à une to-do qui devient monstrueuse. Et à la fin, je suis plus efficace. Donc, j'ai cette chance de pouvoir vraiment switcher assez facilement entre 2 missions. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué si on n'arrive pas à faire ça. Et du coup, c'est un peu mes règles. Et tu vois, on va dire que développement commercial, je me considère, je mets 2 après-midi. Je sais qu'il me faut 2 après-midi par semaine. Et par contre, je les fixe pas. Ça va dépendre vraiment de mon agenda. Et je viens les intercaler dans mon agenda. Ah, c'est hyper intéressant. J'ai vraiment plein d'apprentissages des choses à mettre en place à ce sujet-là, parce que quand tu es sur plusieurs projets en même temps, en plus, ça, c'est ma grande spécialité. Tu vois, j'ai le podcast, j'organise des événements, voilà, j'aime bien faire plein de trucs différents. Tu vois, dès que j'ai même d'autres trucs dont je parle pas trop, mais pour l'instant, mais enfin, tu vois, de se prendre des blocs pour dire, allez, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, c'est primordial quand t'es là-dedans. Là, ce mois-ci, là, je m'étais dit avant la fin du mois. Mais souvent, en fait, c'est un peu le problème aussi. C'est la théorie de, je sais plus comment c'est ce nom-là, mais Steve Jobs était hyper fort là-dessus de dire à ses équipes, vous avez tant de temps pour faire telle tâche. Et c'était un temps qui tout le monde disait mais non, c'est pas possible. Et en fait, souvent les équipes elles y arrivaient. Et plus tu mets de temps pour réaliser quelque chose, et plus tu vas te laisser ce temps-là. Alors que si tu t'étais mis moins de temps, bah t'aurais aussi potentiellement réussi à le terminer. Ouais. Et là, je m'étais dit à la fin du mois, il faut que j'ai terminé d'organiser mon événement. Et je suis plutôt pas mal là. On est le 26 et du coup, tu organises des événements aussi? Ouais, bah typiquement comme en fait. On va dire qu'on co-organise des événements parce qu'on a énormément d'ambition et à chaque fois, tu vois, moi, c'est plus ça ma vision. C'est que je peux avoir énormément d'ambition, je peux vouloir mener à bien plein de projets. Par contre, il faut que je me fasse entourer. Typiquement, une de mes forces, c'est que je peux envoyer quelque chose qui est à moitié fini, qui est toujours dans les règles de l'art, mais qui va pas être peaufiné. Alors que, par exemple, mon associée, Sandra, si je sais que c'est un super document qui va faire la différence, etc., elle va passer du temps dessus et elle va vraiment faire la finition et le détail qui fera la différence derrière. Et en fait, c'est toujours ça on va dire mon guide. Sur la course, on avait pour ambition, et on le disait depuis un moment, qu'on voulait faire un triathlon pour montrer qu'on était capable d'être acteur de notre sport, on voulait rencontrer les athlètes de notre région. Et on s'est dit, ok, on se lance. Et au début, moi, je suis parti un peu tête dans le guidon. J'ai dit, on va organiser un triathlon à Toulon, alors que ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu de triathlon pour diverses raisons. Et au fond de moi, je savais que j'aurais pas le temps, mais que j'allais trouver des gens qui allaient pouvoir m'aider là-dessus. Et finalement, à une soirée où, en fait, nous, on parlait en tant qu'ancien lauréat d'un concours, il y avait une société de jeunes qui se lançait aussi dans l'événementiel, qui était présente et qui avait gagné un prix. Et au final, on a échangé, ça a très vite matché. Et elle, c'est une société d'événementiel. Et finalement, on a co-construit l'événement main dans la main. Et là, on est en train de continuer. Donc, la stratégie, c'est plutôt ça. C'est mener plein de projets. Et à chaque fois, j'essaye de déléguer au maximum parce que je connais très bien mes non-compétences, j'ai envie de dire. Et ce que j'arrive à faire, typiquement la communication sur le podcast, je suis obligé de déléguer parce que je ne sais pas communiquer. Donc, tu vois, c'est plutôt ça l'enjeu. Et du coup, là, on est tombé un petit peu dans l'événementiel malgré nous. Et je pense qu'on va continuer avec entre 1 et 2 événements l'année prochaine, si tout se passe bien. Alors du coup, l'organisation d'événements, pour le coup, quand tu veux te lancer dans l'éco-responsabilité, c'est un vrai sujet en ce moment, hein, de trouver des méthodes pour
pour que l'événement soit le plus éco-responsable possible. Quand je me suis mis sur la question, je me suis dit, en fait, si je vais au bout du truc, j'organise rien, parce que tu fais venir des gens, ça veut dire qu'ils se déplacent, t'imprimes des choses, voilà. Ouais. Où est-ce que vous avez mis le curseur et quelles ont été les plus grosses décisions à ce sujet-là? Ouais, moi, je suis depuis le début qu'on a le projet et même en études sup, vraiment sur ces enjeux-là, j'étais vraiment plutôt du style, du caractère à se dire, il faut faire évoluer les choses, mais il faut réussir à garder le confort. Donc là, sur la partie événementielle, moi, mon but, c'est de garder le confort de l'athlète et c'est qu'ils se disent à la fin, OK, c'est éco, mais en fait, finalement, j'ai passé la même course. Je te donne un exemple, tu vois, il était hors de question pour moi de supprimer les ravitaillements et de faire porter un gobelet à l'athlète. Parce que je sais que quand je fais un triathlon, que j'ai envie de faire ma performance qui est à mon niveau, j'aime bien optimiser toutes les choses. Donc, nous, on est plus parti de la stratégie de se dire, plutôt que de mettre une très grande action en place et d'être drastique, on va mettre plein de petites actions en place et ça, on va le faire passer à chacun de nos athlètes. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que sur les parties ravitaillement, on a eu 0 plastique à aucun endroit. Donc, on s'est associé aussi avec des distributeurs qui pouvaient être capables de faire ça. On a fait 1500 EcoCup fabriqués en France. Donc, après, c'est une grosse logistique et ça restait aussi une course abordable. On avait 500 athlètes et un ravitaillement sur la partie course à pied. Donc, ça, c'était une des actions. Ensuite, par exemple, on a fait du t-shirt Made in France au compto bio pour les bénévoles. On a supprimé le bonnet qui n'est pas obligatoire. Et du coup, en fait, on disait aux gens, emmenez vos bonnets, c'est une action, c'est très bien. Ça sert à rien, en fait, de brander cette partie-là. On a travaillé avec quelqu'un qui fait des PLV, donc tout ce qui est bâche, Aquilux, etc., pour faire passer des infos et brander un événement. Donc là, on a travaillé que sur du carton réutilisé. C'est plein de petites actions comme ça qu'on a mis en place, qu'on a fait au maximum pour les passer justement à nos participants, en allant du cadeau finisher à la buvette, et même à la partie sensibilisation. Tu vois, on a associé une association qui est Action contre la faim. Donc, on a réfléchi à tout ça, tout ce panel d'informations. On a essayé de mettre un score sur notre action. On sait qu'on peut aller encore plus loin, mais comme pour la marque, nous, on privilégie 2 points. C'est toujours la performance et ensuite l'éco-responsabilité. Les deux vont venir s'associer, mais si on doit enlever un confort à l'athlète, nous, on estime que le message, il passera plus et que du coup, l'athlète va se dire « Ah bah non, en fait, l'éco-responsabilité, c'est pas bien, donc moi, en fait, peu m'importe. » C'était un peu ça nos enjeux et de mettre plein de petites actions en place. Ouais, je comprends tout à fait l'idée avec certains inconvénients, mais qui vont du coup être mesurés. Je prends l'exemple, il y avait une marque, c'est une marque de cosmétiques qui disait les gens sont pas actuellement prêts à ce qu'un savon ou un shampoing il ne mousse pas, tu vois. Et donc ils partaient de ce postulat-là en disant il vaut mieux qu'il soit un peu moins éco-responsable, mais que les gens l'achètent et qu'ils puissent quand même avoir l'impression d'être propre, hein. Et puis versus un produit qui est totalement éco-responsable, mais que finalement les gens vont pas apprécier l'utiliser et du coup vont retourner sur des produits qui ne sont pas du tout éco-responsables. Mais comment tu fais pour parce que souvent la remarque quand tu vas faire un événement qui est le plus éco-responsable possible, c'est que ça va être plus cher, ça va augmenter les coûts. Tu vois, un t-shirt fabriqué en France éco, c'est quand même plus cher que celui qui vient de l'autre bout du monde. Comment tu fais pour limiter les coûts pour le participant? Ouais, là, le gros enjeu, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir travaillé avec l'entreprise événementielle qui nous a accompagnés dans ce projet, c'est qu'en fait, on a essayé de voir les choses beaucoup plus grandes. Donc, je m'explique, c'est-à-dire plus de dépenses, plus de branding, un village plutôt conséquent par rapport au nombre d'athlètes qu'il pouvait y avoir, et finalement une expérience qui était, on va dire, plutôt haut de gamme pour l'athlète. Et ça passait par quoi? Enfin, quel était l'enjeu qui se cachait derrière? C'était d'aller chercher du financeur privé. Donc aujourd'hui, je suis très fier de dire que on a été accompagné par la Maïf, qui nous a accompagnés même financièrement. Donc tu vois, ça c'est une ligne du budget
qui a pu être absorbé par cet acteur-là parce qu'il a très bien compris notre message et surtout il a vu que ça allait avoir une résonance à plus grande échelle. Et on a fait ça sur chacun, on va dire, chacune des lignes budgétaires qu'on pouvait avoir. Donc finalement, nous, notre coût en tant qu'événement, il a été absorbé par différents partenaires avec toute une histoire. Tu vois, par exemple, on a dû prendre une équipe vidéo, une équipe photo, parce que derrière, bien sûr, il leur faut des éléments à tous ces partenaires-là. Mais c'est l'enjeu principal qu'on avait au début. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va trouver des partenaires qui vont financer cette partie éco-responsabilité, parce que comme tu le dis, j'ai pas de honte à le dire, un t-shirt aujourd'hui Made in France pour des bénévoles, ça coûte 10 fois le prix d'un t-shirt que j'aurais pu faire aussi en Asie assez facilement. Donc, c'était des gros enjeux pour nous financiers qui, au final, ont été absorbés par différents acteurs locaux qui nous ont suivis et qui nous ont accompagnés dans ce message-là. Ouais, d'accord. Ok, c'est avec un système de mécénat et de partenariat que vous avez réussi à accomplir toutes ces actions. Et c'est là où ça prend aussi beaucoup de temps, cette recherche de partenaires pour accompagner justement les événements à pouvoir avoir lieu et puis faire des actions comme ça. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est des très gros enjeux. Bah, toi, tu dois connaître ça, mais avec l'autre versant, tu vois, de la marque, pour le coup, on voit que les événements qui prennent part un peu à la transition, donc nous, on accompagne surtout sur la partie cadeau finisher. Souvent, on raisonne avant sur une problématique de raconter une histoire, être vraiment transparent sur toute l'histoire, et on vient co-réfléchir sur la partie vraiment quelle entreprise peut venir financer cette partie-là, et j'essaye de faire pareil avec les athlètes. Donc finalement, c'est un peu les gros acteurs qui sont synonymes qui vont accompagner cette transition. Ils ont envie de le faire et du coup, c'est sûr que c'est très énergivore en temps, mais il y a certains acteurs qui arrivent à mettre ça en place et qui sont très contents d'accompagner justement sur cette transition. Ouais, c'est une vraie stratégie, ça, de développement de votre marque, de proposer aussi, parce que j'ai vu sur le site là que vous proposez des produits à la personnalisation pour justement, j'imagine, des clubs, des événements, et ça va dans ce sens-là en fait pour essayer de passer ce message-là au plus grand nombre. Exactement. Ouais, nous sur la marque, quand on est partenaire d'un événement, on se positionne pas comme marque de vêtements. On se positionne comme acteur de la transition. Moi, dès mes premiers échanges avec les organisateurs, je leur explique que ma volonté, c'est de faire passer un message. Si on raconte rien, l'objectif n'est pas là et du coup, on n'avance pas ensemble. Et du coup, ça, c'est notre gros enjeu parce que on m'a toujours dit, il y a un mentor qui nous avait dit au tout début du projet, je me rappelle, il m'avait regardé, il m'a dit « Valentin, c'est très bien de vouloir faire de l'éco-responsable, du Made in France et tout ce que tu veux. Mais en fait, si dans un an, tu n'es plus là, ou si tu vends 200 pièces à l'année, ton impact, il sera trop faible. On ne te verra même pas. Et finalement, c'est les très gros qui font n'importe quoi, qui vont avoir un impact contrairement à toi. » Et ça a longtemps résonné dans ma tête et je me suis dit comment on peut faire du volume respectueusement. Et là, on a vraiment trouvé la stratégie événement qui nous demande en tant que marque énormément d'argent. Donc, c'est un gros défi et des gros enjeux pour nous sur les prochains mois et prochaines années. Mais on se dit que c'est comme ça que le message va passer. Si je te donne l'exemple d'il y a 15 jours, on était au triathlon du Mont Blanc. C'est pas moins de 2500 paires donc, de chaussettes avec la même qualité que notre qualité collection. Donc le même fil, le même lieu de fabrication, etc. Brandé aux couleurs de l'event. Et là, en fait, dans le week-end, il y a 2500 athlètes qui reçoivent leur paire de chaussettes. Le message, il est passé. Ils sont contents. Nous, en plus, en tant qu'athlète, on sait très bien qu'on veut un cadeau qui a du sens. On veut quand même un cadeau. J'ai souvent ce débat. J'en discute souvent avec des organisateurs ou même d'autres gens qui ont des marques de vêtements qui me disent « Ouais, mais en fait, ça devrait être la fin du cadeau. On devrait totalement arrêter. » Oui, mais en face, tu as des événements qui font 3-4 cadeaux et les gens, ils sont trop contents d'avoir leur cadeau. Donc, nous, c'est à nous de trouver une alternative. Un cadeau utile et respectueux. Au pire, l'athlète, il ne le prend pas, il nous le redonne. On trouve une alternative, on fait du don, etc. Mais il faut quand même proposer ce confort. Il y a quand même des gens qui viennent aussi pour ça, pour avoir un souvenir, pour avoir quelque chose qui leur est offert en face de leur inscription. Donc nous, on va dire aujourd'hui, et ça c'est, j'aurais jamais eu le discours au début du projet, c'est vraiment le nombre de rencontres qu'on a pu faire, etc. Mais aujourd'hui, l'événementiel et la transition, c'est un de nos gros piliers de développement.
Ouais, puis le sujet du lot finisher comme ça ou du lot participant, c'est aussi pour l'organisateur un élément de communication. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça sur le Grand Raid du Finistère. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je dis qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais un lot, t'en fais pas, tu le mets en option. Celui qui le prend ou le prend pas aura son dossard à un prix différent. Et puis au final, bon, j'ai trouvé un partenaire qui m'a accompagné sur le projet. Et puis et ça me permet aussi de faire diffuser la course en fait, parce que les gens vont reporter en fait ces produits-là. Ouais. Et du coup derrière ta course elle est un peu plus connue et puis bah tu grandis aussi comme ça par cet intermédiaire-là. Donc c'est vrai que si les gens ils repartent avec rien, ben En fait, toi, demain, ouais, et puis demain, tu te feras absorber par des gens qui font un t-shirt, un sac à dos et un truc en plus, et qui finalement passeront devant toi parce que ils n'ont pas pris ce virage-là et les mêmes valeurs que toi en même temps. Donc en fait, toi, ton message et ta volonté première, elle n'existera plus dans 2 ans, quoi. Donc nous, on est vraiment dans cette logique, comme tu le dis, et tu vois, on est très fiers de dire que cette année, on a accompagné l'Alsman, qui est quand même un super triathlon, donc un triathlon extrême pas loin d'Annecy. Et tu vois, ça faisait 2 ans par choix fort qu'ils avaient plus mis de t-shirt finisher. Et là, on s'associe à nouveau avec eux sur du t-shirt finisher Made in France. Par contre, de leur côté, de notre côté, ça a un coût. Et ça a un coût aussi on va dire, humain, parce que la ressource mobilisée pour passer le message, c'est pas du tout la même ressource qu'avant où en fait on donnait juste un lot. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui vont venir s'associer autour de ça. Le message, il va passer. Et l'Alsman, leur volonté première, c'est de passer, comme tu dis, ce côté marketing. Au final, c'est vraiment un marketing et l'athlète, il est fier de porter ça. Et nous, en tant que marque, c'est de pouvoir permettre à un événement de faire ça, quoi. Donc l'enjeu, il est multiple. Et pour moi, il faut juste essayer de réfléchir un petit peu différemment. Peut-être que dans 3 ans, j'aurai plus ce discours et je dirais, bah non, mais c'est bon, en fait, on l'a fait cette transition. Il faut arrêter le cadeau, il faut trouver autre chose. Mais moi, je serais fier de voir qu'il y a des événements, ils vont offrir une bière et un saucisson parce que la majorité des gens, même s'ils s'en servent pas, ils vont l'offrir à quelqu'un, la bière et le saucisson, et ça va avoir un usage, quoi. Et en plus, souvent, c'est en local. Donc, tu vois, c'est un peu notre vision qu'on a aujourd'hui, qui peut être amenée à bouger parce que dans une vision d'entreprise, ça bouge tout le temps. Mais c'est ce qui nous guide au quotidien. Ouais. Et alors justement en parlant de vision, alors tu as peut-être un biais qui va ressurgir, hein, parce que tu es quand même là-dedans à 100%, mais est-ce que tu penses que d'ici, je sais pas, 5, 10 ans, difficile de prévoir aussi loin, mais allons-y, les vêtements de sport et les marques qui proposent des vêtements 100% éco-responsables auront pris le dessus sur les autres? C'est une très bonne question. Pour être totalement honnête et ouais, j'ai énormément réfléchi à cette question et ma réponse, ça va être simple, c'est non, je pense pas, parce que aujourd'hui, la transition dans le monde du sport, elle est en train d'arriver, alors que dans le lifestyle, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est là, hein, et qu'on a des jeans made in France, qu'on a des t-shirts en coton bio fabriqués en France, etc. Mais finalement, il y a une réalité, c'est que tout ça, ça a un coût. C'est un pouvoir d'achat, c'est aux gens de prendre part ou non à ça. Il y a des gens, ils peuvent même pas, c'est triste à dire, mais même moi, à l'instant T, je ne suis pas le client type de ma propre marque. Parce que ça a un coût de fabriquer un t-shirt en France avec des matières respectueuses. Et du coup, je ne peux pas me permettre à l'instant T, sachant que je suis en train de développer ma marque et que j'ai énormément d'enjeux, de pouvoir m'acheter mes propres produits si je devais le faire, quoi. Donc tu vois, en fait, pour moi, il y a un vrai ratio où l'industrie va devoir se calibrer, les gens vont devoir comprendre réellement que ça sert à rien d'acheter 10 t-shirts à 5 euros, il suffit d'en avoir un et estomper un petit peu la mode, mais malgré tout, il y aura toujours ce marché-là qui sera très fort, et aujourd'hui, c'est la vérité dans le lifestyle, hein. On va dans une zone commerciale, 95% des produits qui sont fabriqués, bah, c'est pas des produits respectueux de l'environnement. Donc on voit bien que la transition elle est pas en place et qu'aujourd'hui c'est ces marques-là qui réussissent mieux que des slips français, que des 1083 qui d'ailleurs marchent très très bien. Mais t'en parles dans ton entourage, c'est pas ce qui est le plus porté, quoi.
Ouais, c'est un peu les retours que j'en ai. Tout le monde trouve l'idée géniale, mais dans les faits, mettre 70 € parfois dans un t-shirt, bah, tout le monde aimerait bien, mais tout le monde ne peut pas forcément. Exactement. Mm. Mais ça change, hein. Comme si on parle de course à pied, comme il y a 3 ans, j'estime, moi, quand j'avais passé la barrière des 100 € pour acheter une paire de chaussures de course à pied, je me disais, tu vois, je ressortais du magasin, je disais, ah, quand même, 100 €, j'espère celle-ci, je vais la mettre longtemps, que je vais borner avec. Et finalement, aujourd'hui, tu as des paires de 150 €, 200 € à moins de 150 €. Si tu prends pas de solde, tu as du mal à trouver quelque chose. Donc en fait, tout est une question de transition, de temps. Mais pour moi, il y a un vrai message à faire passer. Et ça, c'est du marketing. Plus il y aura de marques, plus ça sera intéressant. Mais l'enjeu, c'est que ces marques-là, elles puissent durer dans le temps, quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire pour vous réunir tous. Ouais, c'est sûr. Mais les collectifs qui se créent un peu à droite à gauche, mais parce que la force du collectif, elle a été prouvée et dans le domaine du sport, elle l'est aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des virages qui sont à prendre pour certaines marques, etc. Et on n'a pas tous les mêmes enjeux, donc c'est super dur. Je sais que dans certains endroits, il y en a et que ça avance bien. Nous, tu vois, pour le coup, pour être honnête, aujourd'hui, on a Toulon, donc le textile, il y a très peu de gens, mais ça m'arrive d'appeler et d'échanger avec d'autres marques qui ont les mêmes valeurs que nous pour voir comment ils avancent, pour voir comment on peut agir ensemble sur certains aspects. Donc, je pense que ça va arriver et que ça aura un petit peu plus d'impact, quoi. Ouais, bah, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, au début du podcast, tu es le 3e, je crois, que je reçois sur... 4e. J'ai reçu Colibri Frenchy, Beaumolet, Caprin Sport, ouais, Triloop maintenant. Ouais, ça commence à recevoir quand même quelques acteurs de ce milieu-là. Et mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bonne ambiance. Nosc aussi, j'aime bien. Enfin voilà, il y a quand même une belle cohésion entre et une belle dynamique sur ce sujet-là. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton podcast. Comment est-ce que t'es venu l'idée et l'envie de monter un podcast qui est le truc le moins viral du monde? Pourquoi tu t'es pas lancé sur TikTok? C'était quand même vachement mieux. Ouais, c'est sûr. Bah, déjà, j'aime pas trop me filmer malgré tout, même si j'ai dû apprendre à être mannequin avec la marque. Mais non, mon objectif premier et ultime et ce qui me guide au quotidien, c'est que je voulais échanger avec des athlètes professionnels. Et il y a certains podcasts qui le font, mais j'avais vraiment envie d'aller sur cette niche du triathlon et de montrer toute une diversité pour permettre à des gens d'y croire, pour permettre à des gens d'humaniser tout ça. Donc ça, c'était vraiment mon premier objectif. Et mon second, c'est de créer un réseau malgré tout aussi. Parce qu'avec la marque, tu vois, quand tu es une jeune marque, bah, c'est comme les ateliers de fabrication. Les athlètes qui ont une forte renommée, tu n'as même pas accès à eux, c'est super compliqué, etc. Alors que là, moi, c'est pas du tout dans un objectif de marque, mais par contre, j'apprends à les connaître, ces athlètes. C'est des personnes super sympas, je vois comment ils raisonnent, et c'était surtout de comprendre leurs problématiques. Donc, il y a une grosse problématique dans le triathlon aujourd'hui qui est vraiment la partie professionnalisation. Et à chaque fois, j'essaye d'échanger avec eux, que ce soit sur le podcast ou en off, parce que c'est pas toujours un sujet qui peut vraiment, on va dire, c'est un peu parfois un sujet tabou. Et du coup, par exemple, une de mes grosses motivations qui est notée sur la partie Triloop et qui est notée en commun sur la partie podcast, c'est de permettre à terme à quelques athlètes de vivre de ce sport grâce à nous. Quand je dis grâce à nous, c'est grâce à la marque, l'écosystème, tout ce qu'on a réussi à mettre en place, parce que aujourd'hui, pour moi, ce sport, il est incroyable, il y a un fort dépassement de soi, mais finalement, si les athlètes, ils n'arrivent pas à en vivre, il y a très peu de finalité. Donc, c'est plutôt dans cet enjeu-là que je me suis lancé dans le podcast. Au début, c'était un gros défi pour moi, mais aujourd'hui, je prends vraiment un gros plaisir à échanger avec ces différents athlètes. Ça, c'est marrant, c'est un kiff que j'ai, ça aussi, d'un jour pouvoir, avec ma société, pouvoir permettre à certains coureurs de vivre de leur passion, de pouvoir s'entraîner en totale liberté, parce que quand tu dois aujourd'hui, surtout dans le milieu du trail, c'est pas un sport où il y a énormément d'argent.
Ouais. Quand tu dois être athlète pro élite et que tu dois en même temps gérer toute ta communication, parce que c'est ça qui marche, c'est être influenceur, ça rapporte plus pour une marque que d'être athlète élite si tu as zéro personne qui te suit sur les réseaux. Et de pouvoir permettre à certains athlètes qui n'ont pas du tout cette capacité de communication de vivre de leur passion, franchement, moi je trouverais ça génial. Là, actuellement, vous accompagnez déjà des athlètes ? Ouais, aujourd'hui, on accompagne une petite dizaine. On a 13 athlètes professionnels et amateurs qu'on accompagne avec la marque. Donc là, on va dire, on a différents styles de partenariat en fonction des athlètes. Et l'objectif ultime qui se cache derrière, j'ai déjà pu le mettre en place avec une de ces athlètes, c'est de faire des mises en relation avec d'autres acteurs qu'on a été amenés à en rencontrer en fait dans le cadre du travail, de notre passion, etc. Et de créer toute une synergie, tout un groupe qui fait que finalement, c'est peut-être pas moi qui arrive à financer l'athlète, mais c'est peut-être la mise en relation que j'ai fait à l'athlète qui va faire que cet athlète va être financé. Et moi, en fonction de ça, des problématiques de l'athlète, si par exemple, je sais pas, oui, la communication, je sais que c'est important, mais je sais pas faire des photos. Ok, why not? Vas-y, nous, on a une photographe en interne. Pendant 2 jours, elle va venir sur ton lieu. On va faire des shoots et au moins, tu auras du contenu pour les prochains mois. Donc ça, c'est un peu notre vision. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. On a des objectifs qui sont beaucoup plus grands sur l'accompagnement d'athlètes. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on fait depuis le début. On a des athlètes qui nous accompagnent depuis le premier dessin sur une planche qu'on a pu leur présenter alors qu'on ne les connaissait même pas, quoi. Ah, ça doit être super gratifiant de voir quand les partenariats comme ça. C'est souvent, tu vois, ça fait plus de presque 6 ans maintenant que je suis dans la création de contenu. Et la tendance et l'évolution que j'ai vue, c'est que les marques maintenant cherchent vraiment des gens qui aiment profondément leur marque, leur message et qui vont rester avec eux pendant longtemps. Tu vois, Simalp, c'est une marque qui m'accompagne depuis un moment. Et c'est vraiment ça en fait qui recherche, c'est de trouver pas des gens qui vont juste faire une photo sur Instagram et puis plus jamais reporter les produits, mais de trouver quelqu'un qui, même s'il est moins suivi, de trouver des gens qui aiment vraiment la marque et vont la recommander. Tu vois, comme je viens de faire là pour Simalp, alors que je suis pas payé pour dire ce que je viens de dire, quoi. Et c'est un peu la tendance aussi que vous prenez. Ouais, bah après, ça a malgré tout un sens marketing vrai, parce que finalement, en fait, quand tu réfléchis à tout ça, oui, c'est une réelle volonté, mais en fait, finalement, ça te prend moins de temps, ça te fait un retour sur investissement qui est plus conséquent, parce qu'en fait, ton athlète, tu vas lui donner un short en saison 1, si en saison 2, il n'a pas besoin de short, il va garder son short de saison 1. Alors que si tu refais à chaque fois une vague d'athlètes, tout le monde se reprend un short en numéro 1, donc ça a un impact financier. Ce qui veut dire impact financier veut dire aussi un impact sur l'environnement, parce que si je te fais une dotation, si finalement tous les 3 mois tu changes, on va dire, de sponsor, je t'ai fait les flocages sur les produits sont amenés à en fait tout simplement mourir. Donc l'enjeu il est vraiment double, et pour moi c'est comme ça qu'on arrivera à faire aussi la transition sur la partie environnement. C'est qu'on ira de plus en plus sur l'environnement quand il y aura un avantage financier. Et on le voit sur la partie événementielle, on le voit sur la partie marque. Et nous, c'est aussi comme ça qu'on raisonne et comme ça qu'on veut travailler avec des athlètes. Notre objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible et de comprendre leurs problématiques et de pouvoir s'associer avec d'autres acteurs qui les accompagnent dans leur carrière. Ça, c'est vraiment notre objectif ultime. Ouais. Et du coup, là, sur ton podcast, quels sont tes prochains enjeux, tes prochaines envies de développement du podcast ? Ouais, le podcast, j'ai de grosses ambitions parce que à terme, j'aimerais bien que ça devienne une partie de mon salaire quotidien pour justement avoir ce côté multi-projet. Moi, dans 5-10 ans, je me vois vraiment avoir différents projets et différentes rentrées d'argent et pouvoir faire vivre d'autres gens sur ces passions-là. Et du coup, ça passe par différents enjeux, donc monétiser ce média-là, de monétiser de la bonne façon, que les acteurs qui m'accompagnent dans cette transition, ils aient aussi leur retour sur investissement. Et j'ai envie de rendre le podcast encore plus physique qu'il peut l'être. Parce que là, c'est vraiment un média, on va dire, qui s'écoute. Mais pour donner un ordre d'idée, je ne vais pas encore donner l'événement, mais ça va sortir d'ici très peu de temps. Mais je vais sur un événement pendant une semaine, sur un triathlon, où au final, je vais enregistrer entre 5 et 10 épisodes sur la semaine. Donc là, ça me permet de rendre ce podcast et ce média qui est online
en physique, parce que je crois énormément dans le physique, c'est comme sur la marque. Et du coup, un de mes enjeux, c'est de pouvoir me permettre de faire ça et de donner de la grosse visibilité à des athlètes. Et toujours pareil, l'objectif final, c'est que si une marque, si un acteur, si un mécène entend ce podcast, je puisse faire la mise en relation avec l'athlète qui a été reçu et que l'athlète qui a été reçu puisse en tirer un maximum de bénéfices, quoi. Comment tu t'y prends? Tu contactes les organisateurs d'événements en disant Hello, j'ai un podcast, si ça vous dit, je viens créer du contenu chez vous avec tel athlète, tel athlète, tel athlète qui sera présent à votre événement. Et vous, en échange, vous repartagez le truc. C'est un peu ça le process? C'est un petit peu ça. Après, j'ai la chance que ces deux activités soient très complémentaires. Mon taf, du coup, avec Triloop et le podcast. Et du coup, en fait, c'est déjà des relations que j'ai pu créer avec certains événements. Où je leur dis, bah voilà, cette année, en fait, j'ai une nouvelle casquette. Est-ce que tu peux être intéressé? Et surtout des événements où je me rends compte que ça peut avoir une forte valeur ajoutée, qu'avec eux, parce que, en fait, dans tous mes partenariats que je peux mettre en place avec la marque, c'est vraiment des partenariats humains et peu importe comment ça se passe l'événement à la fin, j'adore toujours avoir cet aspect critique de se dire comment demain ça peut être vous le leader, comment vous pouvez encore faire progresser votre événement pour pas cher. Et du coup, typiquement, là, cet événement que je vais accompagner, je trouve l'expérience incroyable pour les triathlètes. Je trouve que le triathlon vit à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, il faut aller encore plus loin et je sais que l'organisateur, celui qui gérait ça, a cette volonté aussi. Et du coup, on a échangé et ça a failli pas se faire parce que voilà, c'est des budgets, c'est tout ça qui se cache derrière, c'est une logistique aussi. Et finalement, en fait, on s'est retrouvés tous les deux sur un point qui était l'objectif final, c'était de proposer une expérience unique. Donc en fait, c'est plutôt mon aspect marque qui cerne un peu comment chaque acteur travaille, chaque événement. Et moi, en fonction de ça, je sais si c'est la place ou pas du podcast et de ce que j'ai envie de mettre en place, quoi. Ouais, puis tout le monde est content. Enfin, un organisateur qui a quelqu'un qui vient sur son événement et puis qui commence à en parler, qui crée du contenu. Ouais, les organisateurs, ils sont contents d'avoir ce genre de créations qui se font pendant l'événement. En tout cas, moi, sur le Grand Raid du Finistère, je serais très content d'avoir quelqu'un qui vient enregistrer un podcast pendant l'événement. En tout cas, toi, tu as quand même choisi pas mal de voies, de trucs qui prennent beaucoup de temps quand même. Hein. Parce que entre le triathlon, ça prend quand même pas mal de temps. Créer une entreprise, ça prend pas mal de temps. Faire un podcast, ça prend pas mal de temps. T'as pas de temps, t'aimes bien le temps, t'es comment avec le temps? Ouais, bah après, je suis un peu. Je sais pas si on peut me définir d'hyperactif, mais en fait, j'adore le côté multi-projet. J'adore aussi ce sentiment d'être un petit peu pris par le temps, justement, et, euh, et de trouver ce juste équilibre pour justement pouvoir tout caler. C'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Pour avoir fait différentes expériences avant, je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose qui m'anime tout le temps. Mais par contre, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'il y a vraiment des trucs que je n'aime pas faire. Et si je te prends l'exemple du podcast, j'ai une grande chance et d'ailleurs je vais le remercier. C'est Alan qui fait la partie montage. Il fait tout le son, etc. J'ai une totale confiance envers lui. Mais typiquement, l'idée du podcast, je l'avais, mais je suis incapable de me motiver à monter un épisode. Je vais en faire un et le deuxième, c'est fini. Donc, en fait, je me sens bien avec le temps parce que j'ai l'impression d'être très bien entouré par des personnes qui me permettent d'avancer toujours dans un objectif de performance sur chacun des sujets. Donc, je vais y aller petit à petit pour voir si le projet marche. Typiquement, le podcast, j'ai enregistré je crois les 4 ou 5 premiers épisodes avec des écouteurs Apple. Et au fur et à mesure, j'ai mis une intro, j'ai lancé des réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que je répondais à une vraie problématique, etc. On va dire que j'ai pas peur de me lancer dans le grand bain une fois que je sais que j'ai mon staff. Et en fonction des objectifs que je me suis fixés, si je les ai, bah là, en fait, je sais que mon temps, il va être rentabilisé. En fait, j'adore savoir que mon temps, il est vraiment utile et que du coup, ça sert à quelque chose. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais toujours avoir plein de projets. Après, des fois, je me calme. Hein, il y a plein de projets qui sont encore dans le placard parce qu'autrement, c'est sûr que j'ai plus de moments à partager avec mes amis, ma copine, etc., quoi. Et t'as déjà eu comme ça un projet en tête ou un truc que tu dis c'est génial, faut trop que je fasse ça et puis en fait tu t'es dit ah non je le fais pas.
Ouais, j'ai déjà eu, c'est super frustrant. En plus, c'est un projet avec quelqu'un que je connais et que j'apprécie fortement. Il m'a dit, vas-y, j'ai une idée, on en parle et tout. Et on est resté 2 ou 3 fois 3 heures au téléphone. Et au final, je me suis posé, je me suis dit, non, Val, c'est pas possible. Genre, et surtout, je la remercie, mais souvent Sandra est là pour me le rappeler, pour me montrer que en fait, si je bascule sur ça, je vais arriver dans la phase d'avant, donc dans la phase où, au bout de 2 mois, je vais exploser. Donc là, je sais que je suis là, tu vois, typiquement, avec Alan, le monteur, il a eu une autre idée de podcast qui est géniale, j'y crois et tout. Mais en fait, non, faisons d'abord très bien ce qu'on fait. Et ensuite, une fois qu'on aura plus de ressources, donc plus de gens qui croient dans tous nos projets, là, on basculera. Mais c'est vrai que c'est archi frustrant, quoi. Tu vas finir comme Mathieu Stéphanie avec Génération du Turcef, La Martingale, plein de Ouais. podcasts comme ça sur le sport, tu vois. Ah, mais j'adorerais, hein, j'adore être entouré de... En fait, je me dis, à travers ma passion sur différents sujets, je suis quelqu'un qui va très vite à l'action. Je peux emmener des gens avec moi dans cette passion-là. Et je peux être on va dire qu'une petite partie de ce projet-là. Et du coup, j'adore être associé avec plein de gens, j'adore le côté humain et je crois vraiment au collectif. Et c'est pour ça que le côté multi-projet, où moi à terme, en fait, je suis juste là en pilotage sur certains trucs ou en expertise, etc. C'est vraiment une vie qui peut me donner envie, qui je sais pas si elle arrivera, en tout cas on verra bien, on fera un podcast dans 10 ans, on verra ce qu'il en est. Mais ouais, la vie de Mathieu Stéphanie, c'est vraiment une vie qui peut me donner envie aussi, ouais. C'est vrai que je trouve ça trop bien. C'est ça, c'est mon objectif avec ce podcast à 2024. J'aimerais trop, tu sais, avoir juste les enregistrements à faire. Ouais. Et toute la partie, alors peut-être pas prise de rendez-vous et tout, parce que ça, j'aime bien quand même échanger un petit peu avec les gens avant. Mais toute la partie après, montage, publication réseaux sociaux, newsletter, tout ce truc-là derrière, Mm. tout l'après. Ah, l'avant, autant j'aime bien ça, trouver un moment pour enregistrer, etc. C'est pas trop un problème, mais tout l'après, c'est quand même... alors, bon, tiens, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui aimerait bien me faire ça, Si tu veux, j'ai des membres de ma team, hein, parce que moi, franchement, sur le podcast, je fais juste la partie prospection, mise en place du rendez-vous, j'enregistre et c'est bon. Moi, je suis... En fait, je suis plus bon en fait. J'estime que y a meilleur que moi sur cette partie-là. Et du coup, ils font très très bien le taf et je les remercie. Mais si jamais, je leur dirais de te contacter. ah bah allez, pourquoi pas. Non mais c'est vrai que en plus, enfin, c'est plein de petites choses en fait qui prennent pas énormément de temps en fait. Hein, tu sais, faire la cover, moi j'ai mon template, je trouve le titre, tout ça. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, mais c'est plein de petites tâches qui mises bout à bout en fait te prennent. Ah, c'est sûr. Voilà. Bon. Quels sont tes objectifs sportifs là pour cette année? Tu vas t'engager sur. Voilà, on est déjà mi-juin, hein, mais enfin non, fin juin, mais. Ouais, bah pour le coup là, c'est là où j'ai baissé un petit peu le curseur parce que j'ai pas envie de me mettre la pression sur ce domaine-là. Donc j'ai fait l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence en début d'année avec un petit problème au poignet parce que j'étais tombé donc il y a maintenant 10 mois en vélo et j'ai le poignet qui veut pas se réparer avec des fractures, etc. qui traînent. Donc c'est un peu chiant et surtout j'ai des grosses ambitions là sur la marque et sur le podcast. Donc en fait je sais que quand j'ai des ambitions sur un sujet, je me mets moins de pression sur l'autre et là je m'entraîne quand même énormément pour passer un cap en vélo et surtout accompagner Sandra qui est du coup ma copine sur elle son objectif, donc l'Alpha Ironman de Vichy. Donc je trouve on va dire des objectifs par le biais des autres. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme ça que je raisonne et c'est comme ça que je vais raisonner là sur les prochains mois. Ouais, puis en même temps, ça te fait du partage dans un sport qui est individuel. Donc, Ouais. c'est pas mal, ça fait une belle dynamique. Ouais, c'est sûr que je suis pas trop sport individuel de base, donc moi c'est sortir en vélo avec les copains. Tu vois là, je m'en vais sur Paris, j'ai dit à Sarah non mercredi j'irai pas courir, j'ai envie de courir avec des gens. Moi aller courir tout seul, mettre ma séance, c'est vraiment pas quelque chose qui m'anime. J'adore rigoler avec les copains, me faire mal avec eux et ensuite discuter et ciao, bonne soirée quoi. Hmm.
Ouais, c'est aussi ça le sport, hein, c'est d'aller voir des gens, parce que souvent, enfin, je sais pas, en plus dans le travail, des fois on est sur son truc, et puis ben quand tu fais ton loisir, si encore t'es tout seul encore, enfin, voilà. Moi, je sais que j'aime bien ça aussi de pouvoir de temps en temps aller m'entraîner en groupe. C'est pas forcément évident parce que l'avantage aussi quand tu es à ton compte, c'est que tu peux aller t'entraîner en journée et puis travailler peut-être après quand les enfants sont couchés, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais Ouais. réussir J'en à suis pas là. s'organiser un jour. Peut-être. Ok, écoute, ça en arrive déjà bientôt à 1 heure. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange, peut-être pour clôturer? Non, écoute, moi, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. On voit que je pense que je suis quelqu'un qui évolue et toutes les questions que tu as pu me poser, c'est des réflexions et je suis toujours sur une remise en question. Donc, faut pas prendre d'acter tout ce que j'ai pu te dire, hein. C'est des choses qui peuvent varier, que ce soit sur le t-shirt finisher, etc. Mais en tout cas, c'était un très bon moment. J'ai passé 1 heure, elle est passée super vite. Donc, merci à toi. Et voilà, je pense qu'on a balayé quand même pas mal de sujets. Bah écoute, avec grand plaisir. Et puis ben moi je t'invite au Grand Raid du Finistère et tu m'inviteras sur ton Ironman, un de ces 4. Avec grand plaisir. Allez, on fait comme ça. Allez, Défi au top. lancé. Bye bye. Merci à toi, ciao ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Franchement, c'était vraiment un exercice difficile pour moi de passer de l'autre côté du micro. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de Loop sur le triathlon. Alors à très vite et ciao ciao.